Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Sous les yeux, l'avertissement sur les risques liés au trading des CFD et des devises. Vous venez d'avoir un panorama complet sur l'once d'or, les marchés donc en position d'attente des grands événements de fin de semaine. Ça vous le savez, il y a quand même aujourd'hui des chiffres à suivre, notamment les indices PMI. Bon, je vous montre le calendrier économique d'EliFX pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux. Je vais être très bref dans ce morning meeting, je vais revenir sur ce que j'estime être des bonnes stratégies encore à mettre en place avant le choc de volatilité réalisé attendu jeudi à la fois à 13h45, parce qu'à 13h45, ça fait longtemps que la Banque Centrale Européenne n'a pas agi sur ses taux d'intérêt. Ces derniers mois, elle agit forcément sur son programme de quantitative easing, mais les taux sont très bas depuis plusieurs mois, elle pourrait aller plus en deçà. Elle a trois taux directeurs, la Banque Centrale Européenne. Le taux de refinancement, le principal, celui que vous connaissez toutes et tous, à 0,05, le taux de dépôt à moins 0,20 et le taux de prêt marginal. Ce sont toutes les opérations de refinancement qui se font en parallèle, à côté du refinancement principal et qui coûtent donc plus cher parce qu'elles sont à des conditions différentes. Alors pour certains, elles pourraient abaisser ces trois taux. Bref, on se concentre sur l'agenda macroéconomique à court terme. Ce matin, les indices PMI au sein de la zone euro sont bons, en accord avec ce qu'on observe ces derniers mois, la pente légèrement haussière de la dynamique économique au sein de la zone euro, la France en léger retrait, mais parce que les indices PMI sont avant tout des anticipations basées sur des sondages. Alors forcément avec les événements récents, la France a légèrement décroché. La nuit dernière en Chine, les PMI officiels et de Caixin qui se neutralisent. L'un est bon, l'autre est décevant. On parle aussi du Japon, puisque le PMI manufacturier au Japon en novembre, lui, s'est légèrement contracté. Et donc cet après-midi, je vous ai posté dans la section commentaires l'agenda à suivre, que je suivrai d'ailleurs avec vous, à 15h15 encore cet après-midi. Mais par contre, notez bien, à partir de demain, tous les jours, le programme Wall Street Insider aura lieu à 14h15, parce que demain, on suivra l'ADP. Donc mercredi, jeudi forcément. Alors jeudi, on se retrouvera en live dès 13h45. Dès 13h45, on fera un live continu de 13h45 à 15h. Alors bien sûr, on sera deux pour le faire. Mais à 13h45, les taux d'intérêt, puisque la BCE va ou devrait fortement, en tout cas c'est le consensus du marché, à baisser au moins l'un des trois taux. Et au bas mot, le taux de dépôt. Le reste, ce serait du bonus. Est-ce intégré dans les cours? Probablement oui pour la baisse du taux de dépôt, pas forcément pour les autres. Et ensuite à 14h15, la conférence de presse de Mario Draghi. Donc notez bien, l'émission Banque Centrale Européenne commencera, une fois n'est pas coutume, à 13h45 pour suivre l'impact de la décision sur les taux. L'indice PMI manufacturier du mois de novembre, c'est aujourd'hui la lecture finale. Au sein de la zone euro, c'est bon, on connaît les chiffres. Aux États-Unis, cet après-midi, ce sera publié à 16h. Je suivrai ça donc avec vous. Alors un certain nombre de questions, moi je vais être bref, vous avez sous les yeux l'agenda économique, vous avez pu le lire. Vous avez posé une question tout à l'heure à Yoav sur la conférence de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus exactement le 168e meeting de l'OPEP, alors l'OPEP en anglais, qui aura lieu cette année en Autriche, à Vienne. Et vous avez posé une question précise, à quelle heure cet événement commence? Eh bien voici la réponse. Vous êtes ici sur le site de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Vous avez le programme sur leur site, donc c'est tout simple. Il est en anglais mais c'est pas compliqué à comprendre. Je vous donne le lien pour y accéder. Sachez que cet événement a lieu non pas le 3 décembre comme j'ai pu lire quelque part, mais bien le vendredi 4 décembre avec un programme qui démarre donc à 10h. Alors 10h, bien sûr, c'est GMT, donc c'est pas 10h de Paris, ce sera 11h de Paris, ouverture de la 168e conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est assez rapide, puisque en l'état à 12h c'est terminé, et à 16h il y aura donc, alors 17h de Paris, la conférence de presse du secrétaire général. L'idée c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on en parle tant au-delà de la dynamique du prix du pétrole qui est celle qu'on connaît depuis le printemps 2014? A priori, il y a un changement de positionnement du gouvernement saoudien qui a pris la parole en début de semaine dernière, puisque sur les derniers rendez-vous de l'OPEP, l'Arabie saoudite était fermée aux revendications des autres membres, notamment le Venezuela par exemple, qui lui réclamait une action forte pour stabiliser
le prix du pétrole. Il semble que l'Arabie Saoudite soit prête cette fois-ci à elle-même agir en ce sens pour défendre un seuil qui sera celui de 40 dollars. En tout cas, c'est ce qui donne un peu plus d'importance à cette 168e réunion de l'OPEP qui viendra clôturer donc cette semaine hyper chargée sur le plan macroéconomique. À 16 heures, ça sera donc 1 heure et demie après la publication du rapport NFP vendredi aux États-Unis. Ce sera le dernier grand rendez-vous global macro de la semaine. Vous avez tout le programme dans la section commentaires, je vous laisse donc en prendre connaissance. Alors, on va commencer par... je reprends sur les devises majeures. Ce sera plus simple. Le dollar US, c'est la conso, mais la conso dans un range. C'est intéressant, c'est que ce range, il est en place depuis le 6 novembre sur l'US dollar index ici de SXM. Le 6 novembre, c'est quoi? Bon, bah, vous vous en souvenez toutes et tous, c'est le précédent rapport NFP. Et finalement, ça a été une impulsion sans lendemain, parce que le marché n'a pas derrière inscrit de nouveau plus haut. Le dollar US, il est sur ses sommets annuels, lorsqu'on l'étudie ici à l'aide du graphique de l'US dollar index, mais depuis, il construit un range, après avoir inscrit donc cette impulsion. L'idée, c'est quoi? C'est qu'hier, les chiffres décevants l'ont fait échouer dans la partie haute du range. Ce marché se replie. Mais concrètement, mon sentiment, c'est que, alors, à moins d'avoir un violent décalage de l'euro-dollar qui compose 25% du calcul de cet indice, à moins d'avoir ce violent décalage, je pense que l'US dollar index, dans son positionnement propre, peut rester dans ce range jusqu'à la publication du rapport NFP, sauf si l'enquête ADP est suffisamment forte pour orienter ce que sera le NFP. Ce qui a été le cas d'ailleurs en octobre. Pour le coup, il y avait réellement eu un rôle précurseur. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de prise de bénéfices ou une réaction vendeuse suite hier aux chiffres décevants, le dollar US est sous pression à court terme, ce qui profite aux devises européennes, alors essentiellement la livre sterling. Il est vrai que ce marché a bien réagi. D'ailleurs, l'objectif, allez, on va dire qu'il a été atteint. Le marché a fait quoi? 1,50, non, il n'a pas été atteint. 1,51,25. La cible théorique, c'était 1,51,36. L'idée, c'est quoi? Le GBP USD hier était sur support à 1,50 dollars. Il s'est repris de 125 pips. Ainsi s'achève sa stratégie de reprise. C'était le niveau à jouer hier, 1,50 dollars. Moi, j'invite désormais les investisseurs à considérer que le fait que le marché ait réalisé ce chandelier H4 sous les 1,5136 dollars clôture cette stratégie de reprise qui aura quand même duré quelques heures. Par contre, je pense qu'on peut toujours envisager l'appréciation des dollars des antipodes face au dollar US parce que j'ai sur le plan de l'analyse technique un signal d'achat net et sans bavure qui a été donné sur le taux NZD USD. Rassurez-vous, et tant mieux, il ne va pas monter en ligne droite, mais aura bien, je pense, une façon de progresser très construite. Impulsion range, impulsion range, impulsion range. Regardez en H1 le NZD USD, il vient de faire un doji, on rentre en range, c'est parfait. Idéalement, les chiffres US cet après-midi sont pas trop mauvais, le dollar US se renforce, ramenant le NZD USD sur support. Je vous donne d'ores et déjà un point de pullback qui m'intéresse énormément pour une stratégie d'achat. Avant le NFP, 0,66, 30 dollars. L'idée c'est quoi? On peut éventuellement laisser trader un ordre d'achat limite sur 0,66, 30. L'idée c'est de viser 0,6715 sur le taux de change NZD-USD. L'idée, je me répète, je vais arrêter de faire ces répétitions. Je cherche quand même des stratégies encore à mettre en place en dépit de la vol attendue sur les paires majeures. Le dollar US, le dollar néo-zélandais est quand même soutenu, le dollar australien aussi. Cela est dû déjà à la non-action de la Banque de réserve d'Australie et puis tout de même aussi à des indices PMI en provenance de Chine qui se neutralisent, celui du gouvernement, celui de la CAI Chine. Sur le plan technique, épaule, tête-épaule inversée, la target théorique c'est ça, 0,67, 0,6715. Honnêtement, je surveille vraiment ce qu'il fait, c'est très bien qu'il commence à faire un petit range, et s'il revient dans cette zone sur 0,6630, voilà qui m'intéressera. Le pullback idéal serait 0,66, mais peut-on réellement revoir 0,66? J'en doute. Donc le GBP USD, je clôture la stratégie qui consistait, façon de parler, hein, je clôture, je parle des vues de marché. Hein. La stratégie qui consistait hier à l'ouverture de la session européenne, lorsque le câble était sur 50 dollars, pour viser un rebond technique, eh bien, je pense que c'est en grande partie terminé.
peut-être qu'on peut éventuellement revenir chercher un 51,36, mais lorsque le marché se situe désormais 100 pips au-dessus du niveau de rebond, eh bien c'est terminé. Je réadopte une anticipation neutre. Le taux de change AUD-USD s'approche petit à petit de la partie haute de ce triangle symétrique. Peut-il encore progresser? Je le pense. Allez, une quarantaine de pips supplémentaires pour l'AUD-USD, et voilà que ce marché aura rejoint donc une forte zone de résistance, la partie haute du range en place depuis août dernier. Le taux de change USD-Yen bénéficie là d'un yen sous pression du fait de l'attrait général pour le risque. Il y avait en données horaires une divergence haussière cachée. Alors, je ne vais pas vous en répéter le principe, mais d'un point de vue visuel, vous le constatez ici. Le cours sur support, le RSI, alors que le cours tenait son support qui lui basculait sous la neutralité. C'est très fort dans le sens de la tendance, mais y a-t-il réellement une tendance sur l'USD-Yen? Oui, elle est haussière depuis le 15 octobre, mais depuis, le marché a quand même pris 500 pips. Depuis le dernier rapport NFP, et au fond c'est ça qui m'intéresse sur le taux USD-Yen, c'est que le marché forme un range au-dessus des 122,20 depuis le 6 novembre, le fameux vendredi 6 novembre. Moi j'étais pas là, mais vous aviez suivi en live le rapport NFP, et a priori c'était assez dingue en intraday à suivre. Dans tous les cas, à court terme, l'USD-Yen a réagi sur 122,68 à la faveur de sa divergence haussière cachée sur le RSI H1 de l'USD-Yen. Par contre, les 123,25 sont une résistance, il n'y a rien à faire là-dedans. Et on est en plein milieu du cœur du range, 122,20, 123,80. Le taux de change euro-dollar a bénéficié en début de session de la consolidation du dollar US. Peut-il encore remonter? C'est possible. C'est possible. Moi j'étudie sur le taux de change euro-dollar cette compression en biseau descendant depuis le milieu du mois de novembre, qui ne fait que ralentir la baisse. Alors malheureusement, si vous avez exagéré la portée de cette figure depuis 2 semaines en mettant en place des stratégies d'achat, le marché, alors il baisse pas, mais il baisse si, mais il glisse, 10 pips, 10 pips, 10 pips, 10 pips. Il a encore fait 1,0558. Ah, j'aurais aimé qu'il fasse 1,0. J'aurais franchement aimé qu'il fasse 1,0520 avant la BCE. Parce que c'est cette cible que je mentionne depuis tellement longtemps dans les articles. 1,0520 les plus bas de mars 2015. Peut-on le faire? Je ne sais plus. Est-ce qu'on peut le faire avant la décision sur les taux à 13h45? On a fait 1,0558. En tout cas, on a ce biseau qui donne un potentiel de reprise à, allez, 1,0640, 1,0650. Voilà, c'est ce que j'entrevois comme potentiel de rebond euro-dollar. 1,0640, 1,0650. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? On est en plein cœur d'un wedge, donc il n'y a plus de timing, d'un taux qui est composé en devise principale de l'euro, qui va rentrer dans une phase d'hyper-volatilité quelques heures avant la décision sur les taux. C'est ce que nous avons tenté de vous indiquer la semaine dernière en vous proposant un article sur la volatilité implicite de l'euro-dollar. Donc attention, dans tous les cas, pourquoi pas revenir chercher. Par contre, j'ai le sentiment qu'en première intention, la résistance des 1,0650 sera vendue. Ça peut être quelque chose. Allez, je ne vais pas inviter... Alors, j'invite toujours à suivre la tendance sur l'euro-dollar, vous me connaissez, hein, si vous m'avez suivi ces derniers mois. Jure-les partout, 1,15 $, résistance extrême, 1,15, 1,15, ça passera pas, il faut vendre, il faut vendre. J'envisageais le retour sur les plus bas annuels. Bon, maintenant, à la question que vous pouvez peut-être vous poser, peut-on utiliser un rebond vers 1,0650 pour shorter et garder sa position vendeuse avant la décision sur les taux? J'aurai 2 réponses. La première, oui, du fait qu'elle devrait agir fortement et que ça pourrait relancer la tendance. Mais imaginons la moindre déception. Vu les stratégies de couverture mises en place sur les options de change euro-dollar, c'est hyper risqué. Attention, lorsqu'une option elle est exercée, ça agit sur le spot. C'est pourquoi il y a un risque de décalage. Il faut bien avoir ça en tête. Les options de change à échéance 1 semaine. Lorsqu'on arrive à l'échéance, il y a livraison du spot. Donc, je suis méfiant. J'aurais tendance à dire que si on remonte à 1,0650 avant la BCE, ça se vend, mais pas pour tenir la position au moment des taux. Pour jouer la résistance en première intention.
Le premier test de la partie haute du biseau, c'est 1,0650. Si on remonte à 1,0650, parce que les statuts S cet après-midi sont moyennes, ça se short 1,0650 pour l'idée de rester dans la pattern. Voilà. Mais c'est vrai que lorsque je regarde tous ces taux de change majeurs, je conserve une préférence sur le taux NZD-USD si ce marché revient en contact des 0,6630, 0,6620. Allez, la zone 0,6620, 0,6630 avec en gestion du risque cette ligne de tendance haussière en place depuis le 30 novembre. Les indices boursiers ont pris depuis l'ouverture du quatrième trimestre, allez, en moyenne 15% au sein de la zone euro. Le CAC plafonne sous 5000 points et je pense que le CAC va plafonner sous 5000 points jusqu'à la Banque Centrale Européenne. Je n'envisage pas la Bourse de Paris dépasser ce seuil avant la BCE. En l'état, on a fait ce matin 4980, ça passe pas, ça accélère pas. On va revenir à court terme peut-être à 4900. Honnêtement, le marché va, d'ailleurs on constate ça à travers l'assèchement du volume d'échanges réel sur les places boursières spot. Hein. Vous prenez le volume Euronext par exemple, que vous pouvez trouver facilement partout. Bon, on ne passera pas 5000 points avant avant la BCE. Tout comme l'Eurostoxx 50, il ne va pas accélérer à 3006 avant la BCE. Il pourra même retomber à court terme sur 3470. On ne va pas chuter par contre. Il est possible que les 4900 du CAC relancent la tendance. Rebond. Il est possible que les 3470 de l'Eurostoxx 50 génèrent un rebond. Bon, le DAX, je vais retirer ce ratio de retracement parce qu'il n'a plus lieu d'être. Le DAX, il a fait un doji hier en H1. Il est un peu plus fort que les autres, le DAX, c'est certain, mais voilà. Regardez depuis le début Le quatrième trimestre a commencé en octobre. On a pris 20%. Je calcule. Je calcule. Attendez, je calcule. Faire avec vous. Hein. Donc on est à 11 000, on est parti de 9340. Donc voilà, hop. On calcule le taux de variation du DAX depuis l'ouverture du quatrième trimestre. 21%. 21% de hausse du DAX depuis donc en 8 semaines. Forcément, il y a des gains latents hyper forts du côté des investisseurs institutionnels qui sont dans le sens de la tendance. L'idée c'est quoi? Veulent-ils mettre en péril ces gains latents alors qu'en fin d'année on cherche avant tout à proposer à ses clients un bon bilan? Alors lorsqu'on a des gains latents et qu'on a des doutes face à un événement monétaire qui pourrait voir la Banque Centrale Européenne adopter un refinancement négatif, ce qui n'a jamais été vu de l'histoire de la Banque Centrale. Et si ce n'est pas le cas, attention au contre-pied. Donc moi je ne suis pas surpris de voir un ralentissement de la baisse de l'euro-dollar après 1100 pips de baisse, ou un DAX qui plafonne, un CAC qui plafonne sous 5000 points, un Eurostoxx 50 qui plafonne. Le DAX a pris depuis le 1er octobre 21,5% avec une tendance haussière bien construite, 21,5% en 8 semaines, c'est un rallye trimestriel. On ne parle pas du rallye de Noël, là. On a fait un rallye trimestriel. En l'état, moi, si j'étais à la place d'un gérant institutionnel, si j'ai bien profité de cette tendance, comme on connaît de toute façon le biais long des gérants classiques, est-ce que j'ai envie de mettre en risque cette performance alors que j'ai besoin de proposer à mes clients en fin d'année un superbe bilan pour collecter davantage? Donc il ne faut pas non plus s'étonner de cette phase de prise de bénéfice qui malgré tout est d'une amplitude très réduite. Très réduite. Alors lorsque je regarde en données horaires le DAX, vous avez donc ces chandeliers en données horaires, il faut raisonner sur la semaine. Donc on va découper toute la semaine en bougies horaires. La semaine elle a commencé là. On a fait 1, 2, 3, 4 heures de hausse. Hier, 4 heures de hausse. À la 5e heure de trading en session européenne, on a fait un doji. Et depuis le doji, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures de consolidation où le marché retrace les 5 premières heures de hausse de la semaine. Il travaille pour l'instant l'intervalle des 50-61% de retracement dans une consolidation légèrement descendante sans réellement trouver un point de stabilisation dans le sens de la tendance. Ce qui est gênant pour le GER30 qui réagit quand même en premier test des niveaux de support,
c'est que l'Eurostoxx 50, on voit malmel des 3500 points, il a du mal à réagir. Que le CAC 40, j'ai quand même le sentiment qu'il pourrait retomber à 4920, voire 4900. Bon, moi j'ai ce sentiment, c'est le titre d'ailleurs de l'article que je vous ai proposé sur le site. Le CAC devrait rester couvert par les 5000 points jusqu'à la BCE. S'il doit passer 5000, le CAC, pour monter à 5002, ce sera sur un mouvement hyper impulsif, autorisé et autorisé uniquement par une BCE qui baisserait au moins 2 de ses 3 taux directeurs et qui renforcerait significativement son programme de quantitative easing. Et là, mécaniquement, tous les robots ils vont payer le marché. Euh, et on finira à 5002. Si elle fait rien, si elle déçoit, le marché peut tout à fait rester couvert par les fameux 5000 points. Bon, en tout cas, pour rester concret, en H1, vous pouvez observer que le DAGR30 était sorti par le haut de cette structure triangulaire et qu'en fait là, on vient à nouveau de tester l'ancienne oblique qui délimitait la partie haute de ce triangle symétrique. Et ça réagit. Donc l'idée, je pense que les tendances, je pense que ce que j'appelle moi les cycles tendanciels ont duré 8 semaines, là ils vont se neutraliser. Par contre, les points techniques, les supports, lorsqu'on est hyper précis, ça agit. L'idée, voilà, c'est ça. On surveille les points de pullback sur le DAX, ça agit. Idem, je pense que le NZD-USD, c'est parfait ce qu'il fait. Il commence à se replier un petit peu. Et dans cette zone, je pense que le premier test des 0,6620, 0,6630 provoquera donc une reprise de ce marché. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire. Alors, l'once d'or, je vais revenir dessus précisément. Deux choses. Tout d'abord, le graphique journalier. Euh, Pourquoi le sentiment change un petit peu? Le métal jaune baisse en ligne droite depuis le 15 octobre. Ne cherchez pas, l'US dollar monte en ligne droite depuis le 15 octobre. Donc là, il faut raisonner bête et méchant. C'est le dollar à l'envers. Donc, on baisse depuis 6 semaines. C'est la première fois en 6 semaines qu'il y a l'amorce d'une divergence haussière en données journalières. En l'état, pour l'instant, on peut parler d'amorce. Quand bien même une divergence est active, cela signifie uniquement que le rythme du marché change. Un marché, même en divergence haussière, peut simplement baisser moins vite ou rentrer en range. Et dans le meilleur des cas, et c'est les cas les plus rares, passer en tendance haussière, en cassure de résistance sur les prix. Il y a un beau canal ici à surveiller sur l'once d'or. Je vais zoomer dessus à l'aide des bougies H4. On vient ce matin de tester la partie haute et on a perdu déjà 6 $. En gros, ceux qui ont shorté le haut de canal sont gagnants. Ce qu'il faut simplement garder à l'esprit, c'est qu'avec cette divergence haussière potentielle sur l'horizon de temps supérieur, il faut soigner le timing dans le sens de la tendance et surtout éviter d'être trop gourmand. Le seul signal technique qui serait pour un rebond technique fort de l'once d'or, ce serait de casser les 1075. Donc je vais positionner 1075 $, c'est le haut de canal. Le seul signal qui permettra de dire l'once d'or peut remonter vers 1100, c'est de casser 1075. En l'état en dessous, ce marché reste dans son canal. Alors les paires majeures, j'en ai parlé. Je vois déjà un gros paquet de questions sur les paires croisées, donc je vais en parler. Justement le pétrole. Bon, le pétrole de toute façon, dites-vous bien que ça va s'animer comme chaque semaine avec les stocks de pétrole parce que généralement la courbe des stocks aux US, processus de restockage en place depuis plusieurs mois, a agi à la baisse sur le prix du pétrole. Mais cette semaine, le marché va attendre la conférence de presse de vendredi 16h. C'est tout ce qui va intéresser les investisseurs. La conférence de presse du secrétaire général de l'OPEP, vendredi 16h. C'est pourquoi, après le rapport NFP de 14h30, il ne faudra pas partir en week-end. C'est une semaine hyper chargée. Le pétrole décalera à la conférence de presse de vendredi à 16h. Pour l'instant, il reste sous résistance. Le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est de regarder le graphique journalier de Lucas Oil, avec une résistance swing qui continue d'agir à 46,24. Alors, question de Kerzelen, fidèle au poste. Alors, Kerzelen, fidèle au poste, et en plus, Kerzelen, ce que j'ai remarqué, hein, ce que je retiens quand même,
pour ceux qui choisissent des pseudos, je retiens. Après, ceux qui ne mettent pas de pseudo, c'est visiteurs, je peux pas faire la différence. Mais Kerzelen pose tout le temps des questions sur les paires croisées. Il élargit son horizon d'investissement, il a raison. Parce que les stratégies décorrélées du dollar et de l'euro sont probablement les meilleures à rechercher cette semaine, alors il y a un risque accru de volatilité. Alors je vais répondre à vos questions sur l'AUD Yen et le GBP CHF. Première question et première réponse, AUD Yen, oui, cassure de résistance, dans le sens de la tendance, ça a pris du temps, mais le taux de change AUD Yen, d'ailleurs le dollar australien, les dollars des antipodes sont soutenus sur le marché des changes, à la fois parce que le marché a acquis la conviction que les banques de réserve d'Australie et de Nouvelle-Zélande n'iront pas au-delà dans leurs mesures accommodantes. Elles ont de toute façon assez largement assoupli leur cycle des taux d'intérêt au premier semestre, elles n'iront pas au-delà a priori. D'autre part, les chiffres du PMI chinois la nuit dernière, notamment celui de la Caixin, ont entretenu la reprise de ces dollars. Le yen est de toute façon faible, déjà eu égard à l'attrait pour le risque, qui est quand même le cas sur le marché depuis l'ouverture du quatrième trimestre. Maintenant, techniquement parlant et purement factuel, l'AUD yen est haussier et a cassé durant la session asiatique une résistance. Cassure des 89,16, c'est un signal d'achat dans le sens de la tendance. Que peut-on viser sur la UD Yen? Il y a une ligne de tendance qui attrape tous les sommets depuis, accrochez-vous, l'automne 2014. Je pense que le marché peut aller la chercher. On devrait aller chercher aussi ce point de décrochage. Allez, je relève l'objectif à 90, 90, 30. Donc objectif sur la UD Yen, 90, 90, 30 yens. Et ça, c'est une excellente stratégie de décorrélation. Alors la semaine dernière, des stratégies décorrélées, je vous en ai proposé. Notamment une, le GBP Yen, sur un support hyper solide à 184,30. Il a agi. Maintenant, on travaille une zone qui est la ligne de coup d'un double bottom à 185,80. La seule chose qui me fera relever mon objectif de cours sur le GBP Yen, c'est la cassure au moins H4 des 185,80. Car si on a une cassure H4 des 185,80, oui, on montera à 187. On double donc le potentiel de 150 pips. Mais surveillez donc ça. De toute façon, cette semaine, moi, c'est ce que je vous conseille. Alors certes, j'ai parlé du NZD USD. C'est pas vraiment une stratégie décorrélée parce qu'il y a le dollar US. Admettons tout de même que le NZD USD, l'euro, il s'en fiche complètement. Donc éventuellement, le NZD USD sur mardi, mercredi, jeudi, pourquoi pas. Avec le rapport NFP, on arrêtera. Mais moi, la stratégie que je vous propose sur le NZD USD pour viser 0,67$, c'est avant le rapport NFP. Je ne crains pas l'ADP, ni les autres. Alors, j'ai aussi parlé du GBP CHF. Ça suit son cours, c'est moins pentu que ce que j'envisageais, mais malgré tout, c'est haussier, c'est donc pas mal du tout, notamment depuis la réintégration des 1,5391. Je continue de viser sur le GBP CHF une remontée en direction des 1,5570. Alors une question de Alain justement sur l'once d'or. Alors dites-vous bien que l'once d'or c'est probablement décorrélé de la Banque Centrale Européenne, ça ne l'est pas du NFP, c'est même tout le contraire. C'est parfaitement corrélé au NFP comme l'US Dollar Index. L'once d'or, je l'ai couvert tout à l'heure. Il y a un canal de baisse qui en premier test ce matin a provoqué un repli de 5 à 6 dollars. Attention, sous vos pieds, et ce n'a pas été le cas depuis 6 semaines, la première fois depuis longtemps qu'il y a une divergence haussière potentielle en données journalières, qui en cassure des 1075 fera remonter ce marché à 1100 dollars, essentiellement porté par un processus de prise de profit sur les positions vendeuses, qui ne veulent pas être mises en risque par le risque de voir les anticipations de marché déchues. Donc c'est aussi logique. Il faut se mettre à la place des gérants dont la seule possibilité de collecter, puisque un gérant ça veut collecter des fonds, c'est de proposer à ses clients un beau bilan. En fin d'année, on parle d'habillage de bilan, mais de toute façon, j'aime pas ce terme-là, mais on est dans la période des petits calculs. Surtout, imaginez des fonds qui sont peut-être à plus 1, plus 2, tout proche de l'équilibre, ou qui sont à quelques encablures de leur benchmark. Ils veulent le battre, ce benchmark. Si là, ils le battent en position latente, pourquoi prendre le risque de ne plus battre le benchmark avec un risque de vol lié à des événements de fin de semaine comme ceux de cette semaine?
on est aussi dans cette période du mois de décembre qui traditionnellement est une période de petits calculs. On veut faire des beaux bilans. Donc je suis pas surpris moi de voir l'once d'or remonter, sachant que j'imagine toutes les positions short sur ce marché de la part des pros avec des beaux gains et ils sont contents et ils veulent que cela devienne enregistrable dans les bilans, ce qui n'est pas le cas des positions latentes. Alors Gilles, l'index US dollar index de FXCM est équipondéré de 4 taux de change, AUD USD, euro dollar, GBP USD et USD yen, chacune représentant 25%. L'USD CAD, essoufflement majeur sous 1,34, 1,3456, range à court terme 1,3280, 1,34, actuellement en plein cœur de ce qui pourrait être une configuration d'élargissement. Cette semaine, l'USD CAD, c'est bien sûr le rapport NFP, forcément, parce que c'est le dollar US, et c'est surtout aussi la conférence de presse du secrétaire général de l'OPEP vendredi à 16h pour le pétrole. Donc l'USD CAD, si cette semaine je devais délimiter un créneau d'hyper volatilité réalisée, c'est l'intervalle 14h30, 16h30 vendredi. Alors bonjour Smile, oui je vais parler du CAC et j'en parle tout de suite. Le CAC, mon opinion c'est qu'après 16% de hausse depuis le 1er octobre, le marché n'ira pas plus haut avant la BCE. Pour les raisons que je viens d'évoquer qui sont que si on a de forts gains latents, notamment sur... Alors là je ne parle pas des actions qui composent l'indice, je ne parle pas des actions spot, des choix, quoique pourquoi pas clôturer certaines positions sur actions, notamment celle à fort bêta. Moi je m'adresse surtout à ce qui fait, on le sait, les mouvements de marché à court terme, ce qui sont les capitaux investis sur les marchés à terme, donc sur les contrats à terme CAC concrètement. On passera pas 5000 points avant la BCE. Je me trompe peut-être. Peut-être qu'une heure avant on va passer les 5000. Mais je ne jouerai pas ce scénario. Par contre, on peut les passer dans le sillage et finir à 5002. Mais voilà, on plafonne à 5000 points. À court terme, j'ai le sentiment, après le chandelier H4 qui a quand même une tête un peu de shooting star, qu'on devrait rebaisser vers 4900. 4920, 4900. Donc là, j'achète pas le CAC. J'achète pas l'Eurostock 50 parce qu'il est en train de casser 3500. Donc forcément, j'achète pas le DAX non plus. Alors bonjour Ahmed, est-ce qu'on peut shorter l'or à 1070? Alors non. L'or était shortable ce matin en session. Alors je vais être honnête, il était shortable à 3-4 heures du matin lorsqu'il a testé le haut de canal. Franchement, regardez le graphique journalier. Alors par contre, je ne peux pas faire peur parce qu'à tout moment ça peut chuter. Je ne dirai rien. Si on dépasse 1075, ça va remonter fortement. Mais pour l'instant, on est sous 1075, donc ça ne remontera pas fortement. Mais si ça passe, je pense qu'on prend 10 dollars d'un coup. Si on passe 1075. Alors bonjour Turgo, est-ce que l'euro dollar peut remonter à 1,07? Alors, avant la BCE, je ne pense pas. Mon potentiel, que me suggère l'analyse technique, se situe à 1,0650. 1,0650 en potentiel de rebond technique. Dans le biseau en fait. On vise la partie haute quoi. C'est tout. Mais franchement, je préfère chercher un support sur le NZD USD. Pourquoi? Parce que j'ai calculé l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule inversée dont la ligne de coup a été dépassée le 30 novembre, hier donc, et ça me donne 0,67. Là on fait un pullback, c'est parfait, vers 0,6620. 0,6620 ça m'intéresse.
bonjour Smile. En effet, les événements du 13 novembre n'ont eu aucun impact sur le CAC 40. Ça a duré 30 minutes. C'était à l'ouverture, je me souviens, de la séance du 15 novembre. Du 16, pardon. Il y a eu un gap baissier. On est revenu sur 4007 et ça a été acheté tout de suite. Donc, et ça avait été dû d'ailleurs à des prises de bénéfices sur les quelques titres du CAC, mais qui ne pèsent pas grand-chose dans la pondération du CAC. Des valeurs du secteur du tourisme, hein, l'hôtellerie, la restauration, il y avait Accor qui perdait 7-8%, etc. En fait, ça a été acheté très vite. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ça. Cet après-midi, on se concentre donc sur les statistiques de 16 heures aux États-Unis. Demain, on fait monter la pression à 14h15 avec l'ADP. À partir de demain, on commence à rentrer un peu dans cette phase de nervosité. Jeudi à 13h45 en live ici même, donc pas 14h15, 13h45 avec vous pour les taux d'intérêt et avec Sylvain à 14h30 pour Mario Draghi. Donc on fait un live euh, une heure et demie peut-être, pour tout suivre. Donc on vous lâchera pas. Et puis vendredi, donc le NFP et la conférence de presse du secrétaire général de l'OPEP. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir été attentifs. Je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider et le suivi, comme dit Sylvain, des stratégies proposées dans le Morning Meeting. Merci à tous.